Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023 et c'est Danick Julien et votre bulletin d'information régionale Info, c'est JSR. Cette semaine, nous parlons avec le député fédéral de Portneuf, Jacques Cartier, Joël Godin, notamment de la guerre en Israël. Charles Laviolette nous a préparé un reportage sur l'organisme L'Arc-en-Ciel et la santé mentale. Nous allons également discuter avec l'OMH-GP du service d'aide à la recherche de logement de Portneuf. L'artiste Catherine Blackburn sera avec nous en entrevue. Et finalement, nous avons une entrevue avec le directeur général de CJSR. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Depuis le 7 octobre dernier, le conflit israélo-palestinien a éclaté dans le monde à nouveau, notamment dans le Moyen-Orient, alors qu'une offensive sans précédent sur Israël a été déclenchée par le Hamas, un mouvement palestinien constitué d'une branche politique et d'une branche armée. Au fil des 75 dernières années, les hostilités ont été réalisées et subies par les deux parties. L'attaque surprise du Hamas a fait de nombreuses victimes alors que plusieurs Israéliens ont été capturés. Donc, depuis le 7 octobre, Israël a débuté des représailles en créant notamment un blocus dans le secteur de la bande de Gaza. Plus de 2200 morts avaient été dénombrés depuis l'offensive en date d'hier, mercredi 11 octobre. Partout dans le monde, les pays ont réagi à cette escalade de violence, y compris le Canada, qui condamne notamment les gestes posés par le Hamas. Pour parler des répercussions de cette guerre, donc au Canada, on discute avec le député de Portneuf, Jacques Cartier, au fédéral, M. Joël Godin. Voici une entrevue qui a été réalisée un peu plus tôt avec lui. Ici Danick Julien, journaliste. J'ai présentement avec moi le député de Portneuf, Jacques Cartier, au fédéral pour le Parti conservateur, M. Joël Godin. M. Godin, bonsoir. Bonsoir, M. Julien. Merci d'être avec nous ce soir pour parler notamment du conflit Israël-Palestine qui a repris de plus belle le 7 octobre dernier. Il faut savoir que la communauté internationale a été secouée par la reprise de ces hostilités-là. Selon vous, au Canada, évidemment, là, ça a créé un nombre de chocs? Absolument. Et je pense que tout bon parlementaire doit dénoncer ce qui est arrivé samedi dernier de la part du Hamas qui a attaqué son pays voisin, Israël. On sait que c'est un conflit qui existe depuis plusieurs années. Il y a des populations, il y a des religions, il y a des terroristes impliqués là-dedans. Il faut comprendre que le geste que le Hamas a posé est condamnable. C'est une barbarie. C'est fait par des terroristes. Alors, on ne peut pas, comme communauté internationale,
féliciter ces gens-là par le geste qu'ils ont posé. Israël se doit de faire respecter son territoire, même s'il y a un conflit depuis plusieurs années qui fait en sorte de délimiter le territoire de la bande de Gaza versus Israël. On comprend que c'est une poudrière dans ce coin-là. Maintenant, d'avoir agi de cette façon-là, je suis surpris de voir le Hamas avoir réagi de cette façon-là et c'est certain que la communauté internationale et Israël se doivent d'intervenir. Maintenant, le problème dans tout ça, M. Julien, oui, c'est les civils. De part et d'autre, les Palestiniens et les Israéliens, les gens qui sont dans le pays d'Israël, puis ceux qui sont dans la bande de Gaza, c'est des êtres humains qui sont victimes de dirigeants, de terroristes, de militaires qui, malheureusement, souvent ne sont pas les victimes, c'est la population qui prend en otage. Et en plus, il faut comprendre que le Hamas a pris des otages, des enfants, des personnes aînées. C'est comme une monnaie d'échange pour ne pas qu'Israël rase la bande de Gaza au complet. C'est une mesure de protection, mais il ne faut pas oublier que c'est des êtres humains. Et c'est ça, et c'est là que le gouvernement du Canada doit intervenir pour travailler avec les autres pays pour faire en sorte d'avoir un corridor humanitaire pour faire sortir la population. Maintenant, ce n'est pas une situation qui est facile. Comme je le disais, Israël se devait de réagir. Israël se doit de se faire respecter, doit défendre son territoire et doit défendre sa population. Maintenant, comment dénouer l'impasse? Ça fait depuis 1945 que le conflit existe et qu'il y a des discussions, des ententes, des conflits, des guerres ponctuelles, des guerres plus longues, en espérant que celle-là soit la plus courte, mais de la façon que les Israéliens ont été attaqués sauvagement par les terroristes, c'est difficile à voir l'issue de secours ou l'issue de règlement. Exactement. Là, vous avez fait référence depuis, en fait, plus de 75 ans que ce conflit-là existe dans le monde. Il faut quand même parler des ressortissants canadiens, M. Godin. Le gouvernement du Canada, aujourd'hui, commençait justement le rapatriement de Canadiens. Évidemment, là, on comprend que tout le monde dans la Chambre des communes appuie ce geste-là. Absolument. Et j'étais sur la route pour venir ici et j'apprenais que peut-être autour de 280 ressortissants canadiens ont quitté Tel Aviv et sont en sécurité. Il reste une centaine de ressortissants canadiens à être évacués et le gouvernement du Canada aurait pris les moyens nécessaires pour pouvoir sortir. Sauf que vous comprendrez que le gouvernement prend les moyens, mais les citoyens canadiens qui sont là-bas ne sont pas en sécurité tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas quitté le territoire. Et il faut aussi voir qu'il y aura des répercussions partout sur la planète. J'entendais également aujourd'hui que les communautés juives du Canada sont sous surveillance parce qu'il y a des gens qui sont en réaction, en vengeance, en attaque auprès des communautés juives. C'est inacceptable de nos jours. Il ne faut pas oublier qu'on est en 2023. Là. Je peux comprendre qu'à l'époque, les guerres où est-ce qu'il y avait plus de sang et plus de civils attaqués, on est en 2023. On est une société moderne et civilisée, supposément. Il faut quand même faire en sorte de protéger notre population. Il faut comprendre que le Hamas, qui est un groupe terroriste, a pris le pouvoir à la bande de Gaza. Et ce groupe-là valorise la suprématie des hommes et il sous-estime beaucoup et dévalorise beaucoup les femmes. Vous savez que là-bas, à la bande de Gaza, les étudiants garçons et filles n'étudient pas à la même école. Okay. Il faut comprendre aussi que la femme doit être voilée. C'est l'État islamique. Le Hamas est une continuité de l'État islamique et dans une société moderne comme la nôtre, nous, on est chanceux de vivre au Canada, mais ces gens-là sont un peu influencés ou, je vais prendre une expression anglaise, brainwashés par
la religion islamique, mais il ne faut pas mettre les musulmans dans ce groupe-là. Il y a les extrémistes. Les extrémistes de droite, de gauche, c'est toujours nocif pour une société. Oui. Et ces gens-là, c'est des gens extrémistes. Et je pense que l'on se doit de dénouer. Et on marche sur une dentelle, dans le sens où un faux pas peut créer une réaction, des actions de ce groupe-là qui vont être nocifs. Alors, il faut être prudent, mais il faut travailler avec la communauté internationale. Puis, j'ose croire que certaines personnes vont réussir à faire entendre raison les deux parties. Maintenant, vous comprendrez que l'attaque de samedi fait en sorte que c'est dur à voir à court terme des résultats, mais il faut croire en l'avenir, puis comme je dis, il faut croire en l'avenir. Il faut quand même dire, en 2022, c'était le début de la guerre en Ukraine. 2023, la guerre en Israël. Est-ce que la politique mondiale est inquiétante dans ces années-là? En fait, depuis quelques années, on entend des conflits qui datent revenir, en fait, ressurgir. Oui, mais il faut être réaliste, là. Oui. Les guerres ont toujours existé. C'est pas nouveau. On a eu la guerre du Golfe, on a eu la guerre du Vietnam. Il y a eu des époques où il y a eu des guerres. Là, parce qu'on le vit présentement, on se dit, est-ce qu'on va réussir un jour à ne plus avoir de guerre? C'est peut-être utopique, malheureusement, mais il faut tendre vers ça. Alors, moi, je veux dédramatiser, je veux dire à la population de Portneuf-Jacques-Cartier qu'il y a un conflit. Il va y avoir un règlement tôt ou tard, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et on ne sait pas combien de morts, combien de victimes vont sortir de cette... sortir, c'est une expression paradoxale, là, mais combien de victimes vont être attaquées pendant ce conflit-là. Ouais. Alors, on ne peut pas répondre aujourd'hui, mais il faut garder espoir, puis il faut trouver des solutions et travailler avec la communauté internationale. Il faut dédramatiser, là, malgré le fait que c'est un drame humain. Exact. Monsieur Godin, je profite de votre présence avec nous en studio parce que, en fait, le 18 septembre dernier, c'était la reprise des activités à la Chambre de communes. Donc, comment ça se passe là, depuis, en fait, un peu plus de 3 semaines à la Chambre des communes? Là, en fait, je vous dirais que le début de la session 2023, automne 2023, a été un peu chambardé parce qu'il y a eu la venue du président de l'Ukraine, M. Volodymyr Zelensky. Oui. Et il faut se souvenir aussi que les conséquences de ça. Moi, j'ai assisté et c'était une rencontre historique avec cette personne-là qui est une personnalité mondiale importante et je pense que l'on se doit, nous, le Canada, de supporter l'Ukraine. Mais il faut comprendre aussi que ce qui est arrivé à la Chambre des communes. Il y a eu la présentation d'un nazi et le président ukrainien. On a eu de l'air, le Canada, on n'a pas été sérieux dans cette démarche-là et je pense qu'on aurait dû faire les vérifications nécessaires. Il faut comprendre là qu'il y a un président qui est en conflit, en guerre actuellement. Il vient au Canada. Alors, c'est la moindre des choses que le gouvernement puisse, avec ses services d'information, la GRC, puisse faire les vérifications de tous les gens qui étaient dans l'enceinte de la Chambre des communes. Et ça a été un manque, selon moi, du gouvernement canadien. Et je trouve ça assez lâche, puis je pèse mes mots, là, de la part du premier ministre du Canada d'avoir tiré le président de la Chambre des communes en dessous des roues de l'autobus et il l'a forcé à démissionner. Ouais. Et lorsque le premier ministre s'est excusé, il s'est excusé auprès de tous les parlementaires de l'enceinte qui étaient à la Chambre des communes. Non. Moi, je n'ai pas à demander au premier ministre du Canada de s'excuser en mon nom. Si j'ai à m'excuser, je vais m'excuser moi-même, mais comme chef d'État, que ce soit à cause du président, que ce soit à cause du chef de l'opposition, que ce soit à cause du chef du Bloc québécois ou du chef du NPD, c'est à lui, comme chef d'État, de prendre la responsabilité. Parce qu'à l'international, c'est le premier ministre du Canada qui parle au nom du Canada. Le premier ministre du Canada a accueilli le président de l'Ukraine et le premier ministre du Canada a tiré son président de la Chambre des communes parce que lui n'a pas fait bien son travail de faire les vérifications nécessaires
en amont de la visite du président de l'Ukraine. Alors, honnêtement, je dois vous dire que c'est décevant de voir l'attitude de notre premier ministre. Et à l'international, on fait la risée de bien du monde. Puis, je peux vous dire qu'elle n'a pas invité au même party, au même souper, Justin Trudeau et Volodymyr Zelensky, présentement. Beau avoir fait des collades sur le parquet de la Chambre des communes, mais aujourd'hui, l'amitié a été ébranlée. Et je peux comprendre le président de l'Ukraine. Il faut comprendre qu'à un moment donné, lui est venu ici en toute confiance. Et évidemment, il venait solliciter de l'aide du Canada. On a toujours été un bon partenaire pour l'Ukraine. Et on vient d'entacher encore une fois l'image du Canada à l'international. Et ça, bien, M. Trudeau, c'est pas à sa première, il n'est pas à sa première gaffe à ce niveau-là. M. Godin, on arrive à la fin de notre entrevue. En terminant, depuis la reprise des activités à la Chambre des communes, cette semaine, vous êtes justement là, dans la circonscription Portneuf-Jacques-Cartier. Avez-vous quelque chose à dire à nos téléspectateurs là, en terminant cette entrevue? Absolument. Bien, il faut entretenir l'espoir. C'est comme je l'ai mentionné en entrevue avec vous, M. Julien. Je pense qu'il faut croire en l'avenir. L'automne s'en vient, les belles couleurs s'affichent dans le paysage de Portneuf-Jacques-Cartier. Profitons du moment présent et espérons et croyons en l'avenir. M. Godin, je vous remercie de votre présence avec nous en entrevue. Au plaisir, merci. Merci beaucoup. Poursuivons maintenant dans votre bulletin d'information ce mardi 10 octobre. C'était la Journée internationale pour la santé mentale. Charles s'est entretenu avec Véronique Caron de l'organisme L'Arc-en-Ciel de Donnacona. Plusieurs services sont offerts à l'Arc-en-Ciel cet automne. Charles a eu la chance d'assister au groupe de discussion qu'organise L'Arc-en-Ciel pour aider ses membres à cheminer vers une bonne santé mentale. Voici son reportage. Pour souligner la Journée mondiale de la santé mentale, nous avons assisté à un groupe de discussion organisé par l'Arc-en-Ciel. Le but est de mieux faire connaître les services offerts par l'organisme. Comme le dit si bien l'intervenante rencontrée, on a tous une santé mentale. C'est Véronique Caron, donc je suis intervenante psychosociale à l'Arc-en-Ciel, qui est un organisme communautaire en santé mentale. Donc ici, on est au point de service de Saint-Marc-des-Carrières, mais il y a quand même 2 autres points de service qui existent là, à l'Arc-en-Ciel, soit à Donnacona et à Saint-Raymond. Il y a plein de volets réinsertion, il y a de la zoothérapie, il y a les parents aidants, donc c'est large ce qu'on peut offrir à l'Arc-en-Ciel. Moi, je suis vraiment volet réadaptation. Donc tout ce qui est activité qui amène le bien-être, qui amène la personne vers son rétablissement, à aller de mieux en mieux. Au calendrier, les activités qu'on offre, il y a des activités qui se font au point de service ici, donc des activités comme les pauses douceur, qui sont comme un moment d'échange, de discussion sur des thèmes comme la solitude, la motivation, l'anxiété. Donc ça, c'est au point de service, c'est tout à fait gratuit, ces activités-là. On a des activités aussi, on croit beaucoup à l'art, donc de mélanger la créativité au rétablissement. Donc il y en a beaucoup que c'est une porte de sortie pour aller mieux. Donc on a Bien vivre mon rétablissement, qui fait un peu rigolothérapie et art. Donc, on fait le mélange art créatif. Ça peut être de l'écriture créative, ça peut être vraiment peinture, dessin. Donc, on mélange tout ça. Donc, ça, c'est offert aussi gratuitement dans les points de service. On a des activités aussi qui se font hors point de service, où là, par exemple, cet automne, on a autogestion de l'estime de soi. Donc, c'est un 10 semaines consécutives, tous les après-midi, tous les mercredis, après-midi. Et là, c'est vraiment un échange de notions, de partage. C'est un groupe qui est fermé. Donc, pendant 10 semaines, c'est les 15 mêmes personnes. Et là, il y a un lien de confiance qui s'établit parce que c'est justement toujours les mêmes personnes qui sont là et on travaille le thème de l'estime de soi. Donc, il y a des activités, je l'ai dit, il y a comme des notions qu'on partage, il y a des échanges super enrichissants parce qu'il y a un point commun. Tous les gens qui sont là, c'est pour travailler sur leur estime de soi. Puis l'estime de soi, c'est quand même un thème super important. Ça a des répercussions dans toutes les sphères de la vie. Dans les points de service, on a aussi des cuisines collectives, donc une fois par mois. C'est vraiment un moment d'échange. Donc oui, on cuisine, tout ça, mais c'est un partage en même temps, puis c'est des liens qu'on crée avec d'autres personnes qui viennent ici, souvent pour briser l'isolement, briser la solitude. Donc ça se fait une fois par mois aussi au calendrier.
J'aime vraiment ce que Lynn a apporté dans dire se féliciter un jour à la fois. Moi, je disais tout le temps prendre un jour à la fois, mais je pense que je vais changer ma phrase. 2 fois dans le mois, donc c'est aux 2 semaines, dans chacun des points de service, il y a les groupes de partage. Ça, c'est une nouveauté, c'est vrai, à l'automne. Il y a comme 2 volets. On vient pour trouver le positif qu'on vit. Donc ça, c'est un aspect important parce qu'on sait que c'est plus facile des fois de voir le négatif. Le cerveau est comme fait comme ça. On voit plus ce qui va mal que ce qui va bien. Donc, il y a une partie des groupes de partage qui essaie de faire ressortir la lumière, ressortir ce qui va bien. Et il y a une partie où on est là pour décortiquer des situations. Puis la discussion, les échanges vont faire que, bien, on va trouver des solutions. On va garnir notre boîte à outils de ressources pour aller mieux de jour en jour. Donc, les groupes de partage, c'est vraiment une nouveauté qu'on a cet automne, oui. Dans ces groupes de partage-là, ce qui ressort, c'est comme le sentiment de communauté. Hein? Donc, c'est important, ce partage-là, de se reconnaître dans l'autre, de voir qu'on n'est pas tout seul dans notre situation. Ça aide vraiment à aller mieux, puis à faire une démarche vers le rétablissement. Une démarche qui fait que de jour en jour, je vais trouver des solutions, puis ça va aller de mieux en mieux. Je pense que la mission première, c'est d'accueillir les gens. C'est de les accueillir dans ce qu'ils sont, dans leurs besoins. Juste une écoute, je pense que c'est la partie que je trouve la plus enrichissante pour moi et la plus importante pour eux, de se sentir écoutés, de sentir que on va être là, puis peu importe la situation qu'ils vivent, qu'ils ne sont pas jugés. Donc, je pense que c'est vraiment, le mot-clé, là, c'est accueillir la personne dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle vit. Fait que ça, c'est mon rôle premier. Finalement, une santé mentale, on en a tous une. Tout le monde. Et on travaille beaucoup sur notre santé physique, mais on oublie que notre santé mentale, elle est là, puis il faut la travailler au quotidien. Fait que quand les gens réalisent ça, ça devient plus facile pour eux de se déplacer par la suite dans nos points de service. Une tournée pour l'emploi dans Portneuf débutera le 27 octobre prochain. Elle est nommée Tournée Contact Emploi Portneuf et sera composée de 3 événements sur le territoire portneuvois en 2023 et 2024. Le but, c'est de démontrer aux Portneuvois qui cherchent des emplois quelles sont les possibilités auprès des employeurs d'ici. Le tout est possible grâce au financement du gouvernement du Québec et organisé par Mme Julie Trudel. Le premier événement de ce type se tient, comme je le disais, le 27 octobre prochain de midi à 18h au métro de Saint-Marc-des-Carrières. Le second sera le 25 janvier prochain de midi à 18h à la place Côte-Joyeuse de Saint-Raymond. Et le troisième va se tenir le 22 mars à la place Donnacona. Pour parler de la tournée Contact Emploi Portneuf, nous allons vous donner rendez-vous à l'émission de la semaine prochaine, alors que nous allons en discuter avec Mme Julie Trudel. Au retour de la pause, on vous parle du service d'aide à la recherche de logement de Portneuf dans ce contexte de pénurie de logement. Restez des nôtres. Bonjour, ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir d'animer cet automne l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers différentes épreuves qui semblaient insurmontables. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient témoigner de leur histoire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. N'hésitez pas, appelez-nous 88 337 49 25. À bientôt. En mai dernier, l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf a lancé son tout nouveau service de recherche de logement, le SARL. Alors que plusieurs mois se sont écoulés depuis le lancement, nous sommes penchés sur le service. Voici une entrevue que j'ai réalisée avec l'OMH-GP à ce sujet pour savoir comment va ce nouveau service dans Portneuf. Voici cette entrevue.
Ici Danick Julien, journaliste. Je suis présentement avec Mme Lynne Junot, la directrice générale de l'Office municipal Habitation Grand Port-Neuf. Bonjour, Mme Junot. Bonjour. Avec également, avec nous aujourd'hui, M. Thierry Mathis, qui est le chargé de projet pour le service d'aide à la recherche au logement du Grand Port-Neuf. Bonjour, M. Mathis. Bonjour, Thierry Mathis. Bonjour, et puis je souhaite bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec les JSR aujourd'hui. Cette entrevue, c'est pour parler du SARL, le service d'aide à la recherche de logement. Nous sommes présentement au mois d'octobre. Au mois de mai dernier, il y avait eu une conférence de presse pour expliquer justement ce nouveau service qui est chapeauté par l'OMHGP, donc le service d'aide à la recherche au logement. Pour commencer, pour parler de ce service-là, Mme Junot, pouvez-vous justement entrer un peu dans les détails de qu'est-ce que c'est exactement le SARL? Bien, dans le fond, le service d'aide à la recherche de logement, le SARL, comme on appelle, on relève dans le fond de la Société d'habitation du Québec et en partenariat avec la MRC de Port-Neuf. Donc, le budget arrive vraiment gouvernemental. C'est une volonté gouvernementale et de la MRC Port-Neuf avec le comité Un toit pour toi, dans le fond, qui avait une volonté d'aider les personnes qui veulent venir habiter dans Port-Neuf, que ce soit pour un logement subventionné ou pas. Donc, ce projet-là, dans le fond, parti en concertation avec les organismes et les partenaires du milieu du territoire. Et comme on pouvait s'associer, c'est un programme qui existait déjà à la Société d'habitation du Québec. Donc, on a décidé de partir le SARL avec l'OMH, dans le fond, du Grand Port-Neuf. Donc, d'où là qu'on a engagé M. Mathis là, comme chargé de projet pour ce programme-là. Donc, M. Mathis, vous êtes arrivé, je pense, là, vers la fin de l'hiver 2023 pour le service d'aide à la recherche au logement. Et depuis ce temps-là, il y a eu la première saison des déménagements cet été. Comment pouvez-vous décrire les premiers mois d'existence du service d'aide à la recherche de logement? Eh bien, c'est sûr que pour moi, c'était nouveau. Je venais de l'extérieur. C'était quelque chose de découverte de l'Office. Et puis, d'aider les gens. Comment trouver des alternatives, des démarches pour aider les gens à trouver facilement un logement dans cette situation qui est vraiment précaire actuellement. Donc, c'était de monter comme une sorte de routine, ou en tout cas un plan d'action pour ces gens-là. Donc, j'ai dû me remettre en question pour trouver qu'est-ce que je ferais moi-même, et puis pour aider ces gens-là, quoi. Et justement, est-ce que vous avez des statistiques ou des chiffres là, pour savoir si les gens de Port-Neuf ont utilisé votre service à l'heure actuelle? Oui, bien, dans le fond, comme on relève de la Société d'habitation du Québec, il y avait déjà une base de données qui existait dans d'autres offices de la province de Québec. On utilise tous le même logiciel. Donc, ça, c'était quand même plus facile de faire la saisie. Là, c'est des bases de données qui existent déjà sur le territoire là, pour toute la province de Québec. On a le même logiciel. Oui. Donc, nous, on peut dire dans Port-Neuf que dès qu'on a publicisé, on a eu de misère à répondre à la demande. On a eu plus que 300 demandes d'information. C'était pas juste pour du logement subventionné, il faut bien être clair, c'était aussi pour des personnes qui désirent venir habiter sur le territoire, qui ont des nouveaux emplois, autant pour les immigrés que les travailleurs saisonniers. Donc, on avait toutes sortes de demandes. Donc, on s'est mis en action là, sur les plateformes pour accompagner. Certains se sont trouvés des logements tout seuls. On ne fait pas de miracle non plus. On ne pouvait pas non plus trouver des logements qui n'existent pas, mais on en a aidé plus de 100 à se relocaliser sur le territoire. Et aussi, on était bien placés, dans le fond, pour pouvoir accompagner ceux qui avaient besoin d'un logement subventionné. Donc, ces personnes-là, on en a intégré plus que 50 dans des logements, que ce soit HLM,
que ce soit dans des organismes, des OSBL qui ont du logement subventionné sur le territoire, ou encore on a accompagné des personnes qui étaient en instabilité résidentielle. On a travaillé avec les partenaires pour des logements subventionnés au privé. Donc, on les accompagnait, on prenait des ententes avec des propriétaires privés et avec les intervenants, on travaillait à trouver des logements pour ces personnes-là. En ce qui concerne les logements non subventionnés, au mois de mai dernier, vous disiez on encourage les propriétaires à venir justement se manifester pour qu'on sache qu'ils existent, parce qu'évidemment, on n'a pas la liste de tous les propriétaires dans Port-Neuf. Peut-être vous, Mme Junot, et ensuite vous, M. Mathis, dire si les propriétaires de Port-Neuf sont au courant de votre service et ont commencé à faire la démarche, ou s'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là? Non, tout est encore à faire. Les propriétaires qui sont au courant, bien, qui travaillent déjà avec nous, sont tout le temps partants pour un deuxième logement ou si le locataire part, qu'on reprenne ce logement-là pour une autre subvention. Ça va quand même bien. On ne fait pas de miracle non plus. Là. On n'est pas à la place des propriétaires pour ce qui est des logements, mais la majorité des cas, c'est des personnes qui sont accompagnées, qui ont des intervenants. Donc, ça va super bien. Les locataires sont contents du partenariat qu'on a et du soutien qu'on apporte aussi à leurs locataires. Donc, ça va super bien. C'est d'aller chercher... d'emblée, le propriétaire, quand il y a un logement vacant, de venir l'inscrire, bien ça, c'est pas encore inné là, pour les locataires, les propriétaires qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas le service, avec lequel on n'a jamais fait affaire. Par contre, pour ceux avec qui on a fait affaire, bien ça arrive, là, mais c'est à la graine. On ne peut pas dire que c'est d'emblée qui nous appelle. Là. C'est comme pas encore... C'est méconnu. Et, bien, c'est ça. On vient de partir d'une grosse vague. Là, donc, c'est sûr que ça va être à travailler, cette partie-là. Donc, ça, c'est... on est aussi en collaboration avec Un Toit pour Toi, le comité qui va nous accompagner aussi pour essayer de mousser, dans le fond, et de publiciser le service pour que les propriétaires, bien, quand ils ont un logement vacant, qui nous appellent. Donc, c'est sûr que c'est méconnu. Le méconnu est tout le temps un petit peu inquiétant, mais pour l'instant, en tout cas, c'est sûr que ceux qu'on a trouvés puis les partenariats qu'on a, ça va super bien. M. Mathis, avez-vous quelque chose à rajouter à ce propos? J'imagine que vous avez contacté des propriétaires qui ne connaissaient pas le service là, dans ces premiers mois-là. Ceux qui vous ont donc découvert par ces démarches-là, est-ce qu'ils étaient réceptifs au SARL? On n'a pas eu beaucoup de possibilités de contacter les propriétaires. Quelques-uns nous ont contactés, puis comme on peut s'y attendre, en fait, les propriétaires sont dans une démarche, en fait, ils n'ont pas besoin de chercher la clientèle pour leur logement, donc ils n'ont pas besoin de faire appel à d'autres services, même dans les médias, même pour annoncer leur logement. Il y en a beaucoup qui ne le font pas parce que ce n'est pas nécessaire. Ils le publicisent autour de leur entourage, dans le cadre de leur entourage, et c'est suffisant. Donc, faire encore une démarche vers nous, c'est encore plus difficile pour eux, en fait. En tout cas, ça leur demande de l'énergie qu'ils n'ont pas besoin de mettre à profit là, pour ça. Donc, on a quelques personnes qui nous contactent. Souvent, c'est pour des demandes particulières aussi, puis ils veulent plus cerner plutôt les besoins en fonction de leur logement. Ça fait qu'ils font appel à nous. On essaie de gérer cette demande-là. Et puis, mais c'est pas quelque chose d'automatique encore. Et puis, c'est très compréhensif, c'est normal, quoi. Puisqu'on a à peu près autant de logements qu'il y a de ménages. Hein? On n'a pas beaucoup de réserves de logements. Ça fait que c'est clair que la demande pour eux vers nous, elle est quasi pas évidente, quoi. Elle est pas évidente. Donc, nous sommes au mois d'octobre. La saison de déménagement est terminée.
On voudrait savoir s'il y a encore des gens qui, à l'heure actuelle, se cherchent des logements. Est-ce que vous êtes encore sollicité? Parce qu'on peut penser que, pendant juin, juillet, c'est la saison très forte. Maintenant, au mois d'octobre, est-ce que c'est encore une saison forte? Comment ça fonctionne là, au niveau de la recherche de logements, selon vous, là? Alors, à l'heure actuelle, il y a toujours des demandes de logement. La problématique, c'est pas tellement le manque de logement, c'est les coûts du logement. Parce qu'on arrive à reloger les gens, mais c'est au détriment, en fait, de leur situation financière qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Ça fait que c'est surtout la problématique. Il n'y a pas de logement de réserve, donc les prix augmentent. Donc, les gens s'appauvrissent parce qu'ils doivent payer un logement plus élevé. Les rares personnes qui, on en avait déjà parlé, les rares personnes qui ont vraiment la difficulté à se loger, c'est en fait parce qu'ils sont accompagnés d'un animal domestique. Ça, c'est la problématique. C'est des gens qui sont là depuis 6 mois, qui cherchent des logements, qui essayent de s'organiser, soit avec des amis, soit ils peuvent rester encore où ils étaient, mais ils doivent partir. Mais c'est vraiment la problématique principale. Les autres, c'est financier, où là, ils doivent faire des concessions pour pouvoir se reloger. Puis là, après, c'est des choix. Soit ils prennent des logements vraiment qui sont à la limite de la salubrité parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer autre chose, ou ils tombent dans des appartements plus luxueux. Et puis là, ils commencent à bien réfléchir quand ils vont magasiner leur épicerie, quoi. Madame Junot, Monsieur Mathis, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour parler des logements dans Port-Neuf. Je vous remercie. Merci. Merci. C'est cette semaine que se tenaient la plupart des conseils municipaux de plusieurs municipalités de Port-Neuf, telles que Saint-Marc-des-Carrières et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Pour ce qui est de Saint-Marc, dans les dernières semaines, la ville a inauguré sa nouvelle aire de pump track aux abords de l'école secondaire. Une aire de pump track, c'est quoi? C'est une piste en boucle constituée de bosses et virages relevés qui peuvent être utilisés avec différents équipements sportifs. On pense au vélo, mais également aux planches à roulettes. La piste de Saint-Marc a une superficie de 158 mètres linéaires, mais est également séparée en 2 sections, c'est-à-dire une pour les intermédiaires et l'autre section pour les débutants. Mardi, le conseil municipal de Saint-Marc a pris conscience de la dernière facture de ce projet qui a coûté environ 165 000 $. Voici un extrait du conseil en question. Alors, on en est rendu aux factures. Oui. Facture de fin de travaux du projet de construction du pump track. Alors, si je me comprends bien, c'est la dernière facture? Oui, la madame avec qui on a fait affaire nous a envoyé en fait la clôture des travaux. Puis on garde une retenue de 5%, c'est même le devis, les clauses, jusqu'à la fin de la garantie d'1 an qui était émise pour ce projet-là. D'accord. Le montant est de 165 200 $ et 56 sous. Est-ce que c'est taxe en su? Taxe plus taxe. Travaux de drainage hors contrat pour le pump track. Alors, vous vous souvenez, il y avait un montant supplémentaire pour un meilleur drainage du terrain. Alors, c'est un montant, je pense, de 9 000 environ. 8 985 $ taxe en su. Alors, qui le propose? Le projet a bénéficié d'aide financière de la MRC de Port-Neuf, du programme de soutien des infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, ainsi que celui de la Caisse Desjardins de l'Ouest de Port-Neuf. Du côté de Sainte-Catherine, plusieurs embauches ont été effectuées. On parle d'un poste d'inspecteur adjoint qui sera occupé par M. Raphaël Germain, ainsi que d'un poste d'opérateur de machinerie lourde qui sera, lui, occupé par M. Thierry Lauron. De plus, Sainte-Catherine va procéder à la nomination d'un contremaître aqueduc et égout en raison du départ pour des raisons médicales de la personne qui occupait le poste avant. Le remplacement sera effectué par M. Jonathan Gagnon. Dans un autre dossier, la Ville de Sainte-Catherine a versé une somme de 1 465 000 $ à la firme Laverie Avocats afin d'indemniser 3 propriétaires immobiliers en raison d'expropriations effectuées pour l'acquisition du terrain de la future école secondaire de Sainte-Catherine.
Cet été, 3 jeunes artistes qui œuvrent dans la région de Portneuf ont pu réaliser 2 œuvres d'art grâce à la maison Plamondon et son initiative Pied de biche, levier créatif. Le projet qui vise à offrir un mentorat à 2 projets afin que ceux-ci soient réalisés durant l'été et donc à terme. Le premier d'entre eux est le court-métrage instrumental qui s'appelle In Shadow of the Light. Le projet a été réalisé par Devon B. Rioux et c'est une pièce au piano accompagnée d'un court-métrage qui traite sur la Première Guerre mondiale. Les mentors pour ce projet ont été Mick Landry, Martin Lisotte, Nicolas Métivier ainsi que Gabriel Ouellette. Selon ce qu'on peut lire dans le courrier de Portneuf, l'aspect musical a été enregistré à l'école de musique Denis Arcand et les images ont été filmées dans le parc industriel numéro 2 à Saint-Raymond. Voici un court extrait du vidéoclip qui est disponible sur le web. Le second projet a été réalisé par Marek Langlois et Gabriel Quimper-Hinton. C'est un mur artistique rempli de photographies qui représentent les paysages de Portneuf. Les mentors pour ce projet ont été Gabriel Boucher, Christian Fauché et Yvan Bédard. La structure a été exposée devant la microbrasserie Les Grands Bois lors du mois de septembre. Nous poursuivons maintenant dans l'art avec l'artiste Catherine Blackburn que je vais rejoindre à l'instant même. Madame Blackburn, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres pour cette entrevue qui traite du lancement de votre livre émotif qu'on a juste ici. Le livre émotif, c'est une autobiographie artistique. Qu'est-ce qu'une autobiographie artistique, Madame Blackburn? Bien, en fait, je suis artiste. Donc, oui. Depuis que j'ai 14 ans, je crée professionnellement depuis peut-être une quinzaine d'années. Et puis, j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie depuis une dizaine d'années. En fait, mon conjoint est décédé dans un accident. Donc, j'ai commencé à créer. Bien, j'ai toujours créé beaucoup avec ce que je ressentais, mais là, je m'en suis vraiment servi pour un peu comme de l'art-thérapie. Donc, j'ai commencé à créer à travers mon deuil. Je ressentais des émotions qui me faisaient mal. Oui. Là, j'avais une inspiration. Puis, je créais une œuvre qui extériorisait cette émotion-là. Donc, ma collection émotive a commencé comme ça. Ensuite de ça, mon fils est tombé malade d'une leucémie et puis j'ai continué à créer à travers la maladie, ce qui m'a beaucoup aidé à trouver une certaine résilience à travers les difficultés. Puis, Justin va bien aujourd'hui. On est content de l'entendre. Oui. Puis en fait, le livre est apparu, ça fait environ 2 ans et demi, j'ai eu l'idée d'écrire l'histoire qui allait avec les œuvres. Donc, une autobiographie artistique, l'idée, c'est que c'est mon parcours artistique à travers mes épreuves. Donc, je raconte mon histoire. Vous avez les œuvres à travers. Qu'est-ce qui m'a inspiré les œuvres? Pourquoi je les écris? Il y a des poèmes avec ça. Donc, c'est un livre qui est très complet, avec autant une histoire, plusieurs histoires, parce que je raconte le deuil à travers mon deuil, le deuil de mon conjoint. Je raconte ensuite comment on a vécu la maladie avec mon fils dans une deuxième partie. Et troisièmement, j'ai la partie sur la reconstruction. Donc, il y a des œuvres, il y a des textes qui sont intuitifs aussi à travers ça. C'est un projet très, très complet. Puis j'ai apporté je viens de recevoir fraîchement imprimé mes 2 exemplaires parce que je les fais faire en 2 formats différents. OK. Donc, je l'ai en format librairie. Puis, on les voit ici à l'écran, justement, oui. Oui. Donc, format librairie ici, couverture souple. Puis, l'intérieur est le même. C'est un livre qui est complètement couleur avec les œuvres. Il y a quelques photos. Donc, on voit un peu les œuvres. C'est un livre qui est très lumineux, très aéré aussi. Oui, on voit, oui. Puis, la version ici qui est de collection. Donc, celui-là, il vient avec un case ici. Donc, c'est des livres qui ont été imprimés en 250 exemplaires. Il n'y en aura pas plus. Donc, c'est pour cette édition-là ici. Exact, oui. Okay. Donc, ça, je les ai eus aujourd'hui. C'est
On est les premiers à les voir. Vous êtes les premiers à les voir, oui. Okay. Ça avec le case. Puis à l'intérieur aussi, je vais insérer une reproduction là, qui est signée aussi. Donc, c'est des exemplaires qui sont... Ça, c'est une reproduction de qualité aussi, qui est numérotée et signée aussi. Donc, ça, c'est la version de luxe. Donc, cette version-là, 250 exemplaires. Pour faire ces deux types de livres-là, j'imagine que vous avez quand même une équipe avec vous pour travailler. Ça doit être énormément de travail, là. Les gens voient le produit fini, mais tout ce qui a été fait pour en arriver là, ça doit être quelque chose, là. Avez-vous déjà fait quelque chose dans ce style-là? Non. OK. Pas du tout. Non, mais en fait, quand j'ai eu l'idée, j'avais en tête de faire quelque chose qui était beau visuellement. Étant artiste, je suis designer en intérieur aussi, donc je voulais quelque chose qui était professionnel. Puis là, en début d'année, je ne savais pas par où passer, puis j'ai trouvé une équipe, j'ai fait des recherches, puis c'est mon éditeur 1 million de rêves, Jérémy Parent, avec qui j'ai travaillé, puis il m'a vraiment aidé avec lui puis son équipe. Donc, écrire un livre, c'est une chose, mais je ne suis pas écrivaine, donc j'avais plein d'idées, j'avais les textes, mais je voulais que ce soit un rendu qui était professionnel. Donc, avec lui, il m'a vraiment pris où est-ce que j'étais, puis il m'a amené vraiment au maximum de ce que ce projet-là pouvait donner. C'est vraiment un très beau projet avec une équipe exceptionnelle. Puis même, je dirais, les imprimeurs aussi numériques à Québec, ils ont fait des folies pour qu'on puisse avoir les exemplaires à temps. Donc, c'est un beau projet d'équipe. Et pour les téléspectateurs qui nous écoutent, là, on voit à l'écran justement vos livres. Il faut quand même rappeler que du 17 au 22 octobre prochain, c'est le lancement. Il y a une exposition avec ça. Pouvez-vous nous parler un peu de cet événement-là, s'il vous plaît? Oui, bien, en fait, au départ, je voulais faire une expo avec mes œuvres émotives. Donc, ça s'est transformé en lancement de livre et exposition. Okay. Donc, le grand lancement est mardi prochain à 17h à la salle Albert Fortier à Cap-Santé. Moi, c'est de là que je viens. C'est pour ça que je fais ça à cet endroit-là. J'ai eu beaucoup d'aide de la ville aussi. Puis, beaucoup de gens autour de moi me donnent un coup de main pour que l'événement soit grandiose. Donc, en fait, le lancement le mardi, puis j'ai décidé d'exposer toutes les œuvres. Ça va être présenté de façon théâtrale. J'ai 51 œuvres qui sont dans le... Bien, j'ai plus d'œuvres que ça dans le livre, là, mais vraiment, les œuvres émotives, ça va être une cinquantaine qui... C'est comme un parcours, là, la façon qu'on installe ça avec vraiment de l'éclairage qui sont sur les grands tableaux, parce que c'est beaucoup des grands formats que je fais. Donc, on peut visiter l'exposition, puis j'ai une galerie d'art aussi qui va être à travers ça. Puis, selon les journées, j'ai différents événements. Donc, le mardi, c'est le grand lancement. Mercredi, jeudi, je donne des ateliers d'art-thérapie. Le vendredi et samedi, c'est des soirées mondaines que j'ai appelées. En fait, on se met chic. Puis, j'ai une harpiste aussi sur place, Joanne G. McInnes, qui va venir jouer de la harpe. La journée du lancement, le mardi. Puis, aussi le vendredi, samedi et dimanche, c'est le Formule Brunch. Donc, dimanche, c'est des heures différentes. En fait, toute la semaine, c'est de 17h à 21h et le dimanche, de 10h à 16h. J'imagine qu'il y a des endroits sur le web, si les gens veulent voir toutes ces informations-là, on peut vous suivre sur les réseaux, j'imagine, pour... Oui, sur Facebook, sur mon site web, catherineblackburn.ca. Donc, oui, tout est sur Internet ou sinon, vous pouvez... Et après cette exposition à Cap-Santé, est-ce que vous avez projet de vous promener un peu partout dans le Québec avec votre livre, avec votre exposition? Est-ce que c'est dans les plans? Oui, bien en fait, c'est un projet, ça, qui est, je pense, plus grand encore que juste de l'art. Ouais. Donc, c'est un message, parce que c'est très lumineux comme tableau. C'est parce que c'est mon parcours, mais en même temps, j'ai réussi à m'en sortir, ça fait 10 ans. Puis je me sens bien aujourd'hui. J'ai réussi à passer à travers des choses difficiles. Puis l'art m'a beaucoup aidée. Donc, je trouve ça important de le partager au plus grand nombre de personnes possible. Puis, en fait, j'avais envie de faire voyager ce projet-là. Donc, je prévois d'autres expositions. Une à Sainte-Claire de Bellechasse, d'où je viens, au Saguenay, à Magog. J'ai déjà eu une invitation aussi dans le coin de Gatineau. Donc, ça commence à se promener. Puis, en fait, c'est des œuvres qui ne sont pas à vendre. Donc, c'est vraiment un projet d'exposition. OK. Et en ce qui concerne les livres, si on vient du 17 au 22 octobre, est-ce qu'il va être possible de se les procurer là-bas, justement, en avoir une copie pour soi si les gens en ont envie? Oui.
Oui, c'est ça. En fait, là-bas, je vais avoir les 2 copies. La copie librairie va être aussi disponible à la librairie de Nakona. OK. Puis différentes librairies qui vont être que j'ai pas encore trouvées, mais je vais proposer le livre. Ça va être disponible. Souvent, les libraires, il faut les contacter. Puis à Trois-Rivières, à Québec. Puis sinon, le livre de collection, le gris, là, ici, ça va être disponible sur mon site web, catherineblackburn.ca, ou lors de l'événement. Donc ça, c'est juste disponible par mois. Catherine Blackburn, on vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir. On invite les gens à venir voir votre exposition, à se procurer votre livre. Merci beaucoup de votre temps. Bien, merci de l'invitation. On poursuit maintenant dans le bulletin d'information. Au retour de la pause, Aubert Tremblay se penche sur la semaine des bandes dessinées à Neuville. Restez des nôtres. Bienvenue dans votre SAQ, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà vus. Ah, ben oui. C'est pas la SAQ de Simon. Vivez l'expérience d'une SAQ personnalisée seulement avec Inspire. Vous avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811 option 3. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. À Neuville, la semaine dernière, à Neuville, la semaine de la bande dessinée sera célébrée afin d'en apprendre plus sur le sujet. Aubert Tremblay s'est rendu à la bibliothèque de Neuville pour un reportage qu'on écoute maintenant. Alors, bienvenue à la bibliothèque Félicité Angers. Le mois d'octobre, c'est le mois de la bande dessinée. Donc, l'idée est venue de discussions avec certains abonnés qui ont la passion de la bande dessinée, puis aussi en entendant parler de ce qui se fait dans les autres bibliothèques ou en librairie. On se rend compte que le monde de la bande dessinée est beaucoup plus large que qu'est-ce qu'on lisait quand on était jeune et nos bons vieux classiques. Aussi en collaboration avec le réseau Biblio, avec lequel on est affilié là, pour avoir une quantité de livres intéressants. Donc, avec eux aussi, on a réussi à avoir des collections temporaires qui sont plus des romans graphiques. Alors, il y a des nuances quand on s'y connaît un petit peu plus là, au niveau de la bande dessinée, le roman graphique, le manga, ce sont des univers là, qui sont quand même assez différents. On a d'ailleurs Gilles Chaumel, grand passionné, bénévole aussi à la bibliothèque, qui nous a prêté. On a installé un coin où on a quelques BD qui appartiennent à Gilles. Alors, viens, je vais te montrer ma table. C'est vraiment ma table. Il y a des personnages qui, moi, me fascinent particulièrement, comme Théodore Poussin, qui devient un marin par la force des choses, son oncle étant un personnage trouble dans l'Asie du Sud-Est, qui est un pirate, finalement. Théodore va aller vers son passé sur 14 tomes extraordinaires. Ensuite, dans le polar, Black Sad, un personnage de plus grand que nature, qui est, comme on peut le voir, un être racé, une panthère noire dont la femme a été assassinée. Et ainsi commence cette aventure fabuleuse où les personnages sont des animaux dont la personnalité transparaît dans leur figure. Comme par exemple, on a un chef de police ici, qu'on imagine fort bien. Il y a beaucoup d'histoires qui ont rapport à la musique qui m'intéressent, moi. Robert Johnson, qui est un bluesman. Miles Davis, avec sa rencontre avec Juliette Gréco dans les années 50, on en a fait une bande dessinée. Charles Mingus, qui est un des grands maîtres de la contrebasse et du jazz, qui a donné lieu à une bande dessinée absolument fabuleuse. Mais pourquoi, Gilles, tu t'intéresses absolument autant aux bandes dessinées musicales? Pourquoi la musique? Parce que je fais de la radio depuis 30 ans, des émissions musicales qui ont rapport au jazz, à la musique classique, musique ancienne, aux folk songs également. Alors, parce que j'ai tout le temps, la musique m'a habité. Et la bande dessinée là-dedans est arrivée quand, comment, là? À 7 ans, j'ai eu ma première bande dessinée. C'était Tintin, Les Crabes aux pinces d'or, que ma mère a commencé à me lire et que j'ai fini par moi-même. Donc, j'ai appris rapidement à lire. Après ça, c'était Astérix. C'est Astérix, j'ai commencé ça
ça paraissait dans le soleil de la fin de semaine, le samedi. Il y avait une page Astérix sur le Tour de Gaulle. Là, je me bidonnais pendant une demi-heure de temps à cause de tous les jeux de mots que j'y découvrais à moi habitant. Là, tu sais, je trouvais ça fascinant. Puis tout ça encore fascinant, d'ailleurs. Il y avait sur la rue de la Couronne une librairie, la librairie, je ne me souviens plus le nom, j'étais tout petit. J'allais m'installer dans le coin avec des livres et je les passais pendant des heures de temps. J'ai fait ça ailleurs, j'ai fait ça chez Pantoute. Quand ils ont ouvert sur la rue Couillard, il y avait 2 vieux fauteuils bancals un peu avec une lampe torchère, puis un mur de bande dessinée. J'ai passé des heures et des heures là. Mais je l'aurais rendu, par exemple, au centre-tube. Parce que tu as acheté beaucoup. Parce que j'ai acheté beaucoup. Et je continue d'acheter beaucoup. OK, 50 ans plus tard. 50 ans plus tard. C'est pas toi qui a amené justement les posters qu'on voit partout ici et tout ça? Gracieuseté de la librairie Pantoute de mon ami Édouard Tremblay qui va venir donner une conférence le 21 sur la bande dessinée et toutes les formes de bande dessinée. Puis c'est vraiment un spécialiste, il fait des émissions aussi de bande dessinée. OK. À CKRL où je fais aussi de la radio, mais on parle de concurrence, là. Chez toi, t'en as-tu beaucoup des bandes dessinées comme ça? 500 peut-être. Ah oui? Oui, 500-600 sûrement. Ça t'arrive de les relire, de les reparcourir? Heureusement. Oui. Ça vaut le déplacement aussi parce qu'à la salle d'exposition, il y a en ce moment l'exposition du docteur Jean Rodrigue qui nous permet de voir une quarantaine de livres des années 1940 à 1960 sur les manuels scolaires primaires. Donc, ça fait un combo très intéressant pour venir visiter la bibliothèque. Là, il y a vraiment 2 univers qui sont très intéressants à découvrir. CJSR s'est doté d'un tout nouveau site web afin de répondre plus aisément à la demande en matière de médias porno-voix dans la région. Voici une entrevue réalisée avec le directeur général de CJSR. CJSR a maintenant un nouveau site web et pour en parler, j'ai avec moi Christian Mathieu Fournier, le directeur général de CJSR. Bonjour Christian. Salut Danick. Merci d'être là pour parler d'un site web. Ouais. Bon, en 2023, on comprend que c'est important, surtout pour les médias tels que le nôtre. Qu'est-ce qui a emmené justement à avoir le nouveau site web qui, je vais le dire tout de suite, c'est cjsrtv.com? Oui, bien c'est ça. On a décidé de faire un nouveau site web parce qu'on était rendu là. T'sais, moi, je le dis toujours, un site web, c'est une carte de visite. C'est une façon de centraliser tout le monde pour les redirigeants après ça sur notre page Facebook, notre page YouTube, puis ultimement TikTok, Instagram. Là, on verra pour le reste, mais on avait besoin de faire une refonte totale. Puis on a eu la chance de travailler avec PopMedia, une firme Saint-Raymondoise là, qui fait des sites web. Exactement. PopMedia, qui est bien connu dans le milieu de Portneuf en général, a fait beaucoup de sites web. On peut penser notamment à la ville de Saint-Raymond. C'est eux également qui ont fait ça. Donc, est-ce que ça a bien été là, pour justement refaçonner le site web de CJSR? Parce que celui qu'on avait était quand même là, assez ancien. Donc, ça a bien été de travailler avec eux? Oui, ça a bien été. Il faut faire une arborescence, c'est-à-dire qu'il faut tout restructurer un site web. Ouais. Ça demande de revoir l'historique. CJSR, ça a 53 ans, donc il fallait quand même le noter sur la page d'accueil. On l'a axé sur les primeurs, c'est-à-dire sur les nouveautés, sur les émissions qui sont arrivées à l'automne 2023. Puis, il fallait aussi centraliser toutes les infos, les nouvelles, le bulletin de nouvelles tous les jeudis. Puis moi, je tenais à ce que toute personne dans l'équipe soit photographiée ici dans les nouveaux studios. Une autre chose que je pense qui est important à dire sur le site web, c'est que dans l'onglet émissions, toutes les émissions, comme tu l'as dit toi-même, sont présentes. Donc, on peut peut-être aussi les présenter là, à l'écran à l'instant même. Oui. Donc, c'est des nouvelles émissions, Histoire d'eau, Revenir de loin, qui ont commencé cet automne. Peux-tu nous en parler rapidement de ces émissions-là pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore eu le temps là, de regarder la programmation? Oui, bien, j'invite les gens à aller sur le site web. Justement, si on va par exemple sur celle d'Histoire d'eau, bien, on a accès à la bande-annonce. Puis, on a en dessous là, la possibilité de voir les émissions en rediffusion, bien évidemment, sur la chaîne YouTube. C'est des émissions qui ont été réalisées par Charles Laviolette. Puis, un gros travail, c'est une émission sur laquelle il a travaillé, je pense, pendant plus d'1 an et quelques mois.
Il y a aussi un Pro Alouette, il y a Revenir de loin. Donc, toutes ces émissions-là qui sont passées à la télévision, maintenant, on peut y avoir accès sur la chaîne YouTube. Et on peut les écouter en continu toute une soirée si on veut. On est rendu à la saison, les émissions de la semaine 5 en ce moment. Et en terminant, Christian, avoir justement toutes ces émissions-là disponibles sur le web, qu'est-ce que ça représente pour le futur de CJSR, là, selon toi? Bien, on ne se le cache pas. Moi, je veux dire, j'ai toujours dit, avec le mot clivage, que de plus en plus de gens se tournent vers le web. Le câble traditionnel est de moins en moins présent chez les jeunes de 50 ans et moins. Puis la façon de garder notre clientèle, d'avoir une visibilité, c'est d'aller vers les médias sociaux. Donc, le site web était là, justement, pour le permettre. Alors, mesdames et messieurs, on vous invite à aller voir le site web cjsrtv.com. Vous pouvez donc voir toutes nos émissions, là, comme on l'a dit dans cette entrevue. Christian, merci beaucoup d'avoir été aidé. Ça fait plaisir. Merci. C'est déjà ce qui complète le bulletin d'information Info CJSR en ce 12 octobre 2023. Je remercie toute l'équipe, Carole, Tony, Luc, Philippe, Aubert, Charles et Christian pour leur participation. On se dit donc à la semaine prochaine. Mon nom est Danick Julien. Bonne fin de semaine.